Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, voici aujourd'hui un nouvel épisode des sorties de la semaine. Comme d'habitude, on vous donne une sélection de films ou des séries que j'ai regardées. Alors c'est parti, être passionné c'est aussi se battre pour ses passions. Comme je te l'ai dit dans un peu l'introduction, c'est que les sorties de la semaine est une sélection des films, des séries et des films d'animation que j'ai regardés. Alors aujourd'hui nous allons découvrir deux films d'animation, deux séries qui sont quasiment terminées, même presque, il reste un seul épisode encore de She-Hulk et The Flash, la saison 7. Je l'ai presque terminé, mais bon ça fait un moment parce qu'il y a bientôt la saison 9 qui va clôturer un peu l'arche de Flash, et deux films que j'ai parti voir au cinéma ou que j'ai regardé sur les plateformes de streaming. Alors on commence tout de suite, les films d'animation. Donc on commence tout de suite avec le premier film d'animation qui est sorti récemment en Blu-ray et directement en plateforme VOD, qui s'appelle Mortal Kombat Legend, qui est une licence où il y a déjà eu plusieurs volets, déjà deux je crois, avec la revanche de Scorpion et un film sur le Liu Kang. Là il s'appelle Snowblind, réalisation c'est Rick Morales, scénario c'est Jeremy Adams. Acteurs principaux qui doublent les personnages c'est David Wenham, Manny Jacinto et Yuri Lowenthal. Donc c'est société de production, c'est Midway Games et Warner Bros et DC Entertainment. Le genre c'est animation, action, aventure, drame, fantasy. Le film dure à peu près 82 minutes. Du coup il y a eu, comme je t'ai dit, Legend of Battle of the Rim et Revanche of Scorpion. Mortal Kombat Legend of Snowblind est un film américain réalisé par Rick Morales, sorti en 2022. Il fait suite à Mortal Kombat Legend Scorpion Revenge et Mortal Kombat Legend of Battle Rims. Donc l'histoire est simple, ça raconte l'histoire de Kano, qui est maître d'un monde un peu post-apocalyptique, un peu à la Mad Max, qui est genre le gros boss de tout simplement de l'univers, que en fait tous les combattants ont disparu, il ne reste plus que Scorpion, non Scorpion a disparu, c'est plutôt, il ne reste plus que Sub-Zero qui s'est retranché pour vivre une vie tranquille, jusqu'au jour où un jeune guerrier arrive qui va devenir un des guerriers Mortal Kombat, qui va décider de se rebeller contre contre Kano, qui est devenu un peu le maître du monde. Et du coup il va malheureusement lui arriver un terrible accident, il va perdre la vue et malheureusement il va devoir se trouver une nouvelle façon de se battre, et c'est grâce à Sub-Zero qui va le prendre en tant qu'apprenti, en tant que tout simplement, il va le prendre en tant que sensei, il va le former, et du coup le nouveau héros va affronter Kano pour justement le détruire. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est pas un film de ouf, mais ça reste dans la légende des Mortal Kombat, qui est très intéressante. Voilà quoi, très bon film, bonne animation. Excusez-moi si j'ai la voix pas totalement récupérée, donc je vous le conseille fortement. Donc l'intéressant, ça a été, le monde a été dévasté par Kano du clan de Black Dragon, sème la terreur. Un jeune guerrier, c'est Kenshi, pour ceux qui connaissent un peu Mortal Kombat, se dresse contre Kenshi. C'est un personnage après qui va par la suite être dans les Mortal Kombat, qui va être régulier. Du coup voilà, c'était intéressant de mettre Kenshi en tant que héros. Si vous ne connaissez pas le personnage, ça vous donne l'occasion de le voir. On passe à la suite.
Donc le deuxième film que nous allons faire enfin la critique, c'est bien sûr Dragon Ball Super Héros, qui est sorti en salle depuis le 5 octobre 2022, il dure 1h39, donc c'est animation, arts martiaux, action fantastique, c'est de Tetsu Kodama, écrit par Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, et du coup les doubleurs français sont bien sûr Patrick Borg, qui est là depuis le début, qui joue la voix de Goku et de Gohan en fait, Masako Nozawa et Mark Lesser. C'est les voix françaises et les voix anglaises et voix japonaises du coup. Avertissement, des scènes sont propres, les images peuvent sentir la sensibilité des spectateurs. Oui, c'est parce qu'en fait c'est la première fois que dans l'histoire des films d'animation Dragon Ball, ce film est entièrement en 3D. Donc l'histoire est simple, c'est l'armée du ruban rouge avait été détruite par Sangoku, mais les individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé des cyborgs ultimes Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés super-héros, ils lancent une attaque contre Piccolo et Sangohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du ruban rouge? Face à ce danger qui se rapproche, il est temps que des vrais héros se réveillent. Donc la difficulté de ce film-là, c'est qu'ils ont voulu lancer un nouveau concept, de faire un nouveau film en 3D, et en plus de ça, c'est la première fois que Goku et Vegeta ne sont pas dans le film. Ils apparaissent mais n'ont pas le rôle principal. C'est vraiment Gohan et Piccolo, on est vraiment sur leur relation pendant tout le film. Du coup, il y a beaucoup de références aux anciens, bien sûr, l'armée du ruban rouge, Dragon Ball, avec le docteur Gero, enfin là c'est le petit-fils du docteur Gero, qui s'appelle, je sais plus, je me rappelle plus, je crois que c'est Hiro, je crois, un truc comme ça, enfin bref. Et il essaye de, avoir des financements pour ses projets, et du coup lance des super-héros, ils veulent devenir un super-héros du coup. Et du coup, un mec qui s'appelle Monsieur Magenta a décidé de reformer l'armée du ruban rouge et tuer forcément la Goku Team, enfin la Goku Team, qu'il appelle plus la Capsule Corp Team. Ils essaient de à tout faire, massacrer Piccolo, enfin bref, Gohan, et bref, ils essaient de kidnapper Bulma. Enfin bref, ils essaient de tout faire pour empourrir la vie de Gohan et de Piccolo. Et du coup, Piccolo a décidé de s'infiltrer pour comprendre le projet de Gamma 1, Gamma 2, après avoir perdu le combat contre Gamma 2, je crois. Du coup, il apprend que le projet en fait de Monsieur Magenta est de recréer le Cell, mais qui n'est pas le Cell qu'on a connu durant l'arche Cell et des cyborgs de Dragon Ball Z. Là, c'est plus un nouveau Cell, un autre Cell qui va s'appeler Cell Max pour justement dominer le monde, hein, clairement comme d'habitude. Donc du coup, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ce film parce que les gens ont détesté le côté 3D, le côté un peu que en fait il y a beaucoup de rapprochements à l'histoire des cyborgs. Moi j'ai pas trouvé. D'accord, forcément il y a des références à la période cyborg et la période ruban rouge, mais en même temps c'est le ruban rouge qui revient un peu. On avait cru qu'ils avaient été un peu perdus depuis des années, et du coup on les revoit au premier plan, donc du coup c'est pour ça que ça permet confusion, mais c'est pas du tout le même film, c'est pas du tout le même ruban rouge, c'est pas du tout la même histoire, et même Cell, ce n'est pas le même Cell, c'est un autre Cell, et Gamma 1, Gamma 2 n'ont rien à voir avec les cyborgs comme C17 ou C18, ou n'importe quel cyborg qu'on a cru voir dans les films des BZ ou les OAV des BZ, ou les séries des BZ. Donc du coup, voilà, moi je suis parti dans toute une optique de découvrir le film, passer un beau moment, et j'ai été agréablement surpris. Le film est très très bon, les effets spéciaux en 3D sont plutôt potables. Après, en ce qui concerne les nouvelles transformations, parce qu'on nous avait promis des nouvelles transformations en ce qui concerne les Piccolo et Gohan, parce qu'ils ont été mis de côté depuis pas mal de temps avec la nouvelle série Dragon Ball Super. J'ai trouvé ça intéressant, la manière dont ça a été amené. D'ailleurs, Piccolo commence à découvrir sa nouvelle transformation, est plutôt intéressant parce qu'il y a une relation avec Chiron, mais ça on le savait depuis le début, à un moment où il a fusionné avec Dieu, qui à l'époque était Dieu avant que Dende prenne le relais. Et du coup, Gohan, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu au premier plan, depuis très longtemps, du coup de le revoir au premier plan comme ça, un de mes persos préférés, j'étais vraiment très content, très hypé. Et du coup, même si la transformation n'est pas ouf en soi, parce que c'est juste un Super Saiyajin remixé 2, donc c'est un peu la même transformation que dans Cell,
c'est vrai qu'il y a des similitudes, mais c'est pas du tout la même période, là ça n'a rien à voir. C'est pas le même combat, c'est pas le même scène, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, très bon film, j'ai trouvé même génial. Je dirais pas qu'il est aussi bon que Broly, je dirais qu'il est pareil, il est aussi bon. Akira Toriyama met des petites touches d'humour à sa sauce, comme on a l'habitude d'avoir, et franchement j'ai trouvé ça intéressant. On voit que Akira Toriyama était vraiment impliqué dans ce projet, et j'ai apprécié ce moment avec ce film là, et j'ai été content que pour une fois Goku et Vegeta ne sont pas du tout impliqués. D'accord, il y a des petits côtés humoristiques avec Goku et Vegeta qu'on le voit sur la planète de Beerus avec Whis en train de s'entraîner avec Broly. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que du coup là même Akira Toriyama se joue de cette scène là, il se rend compte que bah voilà, Goku et Vegeta ne sont pas forcément obligatoires pour tourner Dragon Ball, parce qu'il y a tellement de personnages dans Dragon Ball que de mettre un petit peu de côté les héros principaux, bah, c'est pas trop en soi. Et comme Gohan et Piccolo sont vraiment des personnages intéressants, leur relation père-fils qu'ils ont, parce que vraiment on a l'impression que Gohan, même si Goku reste son père, Piccolo est plus proche de lui que Goku quoi. Donc du coup, et puis le fait que le retour de la tenue violette de Gohan et la retour de sa transformation, d'être premier plan, c'est vraiment ça génialissime. J'ai adoré, voilà. On peut passer aux séries. Donc, nous allons pouvoir enfin faire la critique de la série The Flash, qui est sortie depuis très longtemps, depuis 2014, mais la saison 7 est arrivée récemment sur Netflix, qui est tirée du Arrowverse, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, la série télévisée The Flash est une série de science-fiction, aventure, super-héros dramatique qui a été créée par Andrew Kreisberg et Greg Berlanti et Jeff Jones, qui est un des créateurs des DC Comics, dont le New 52 qui a eu une grosse popularité ces dernières années avec monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, John Lee je crois, enfin bref, vous regarderez, vous verrez vous-même. Du coup, la production c'est J.P. Finn et Glenn Winter, les producteurs délégués c'est David Nutter, Gabriel Santon, Sarah Schesberg, Aaron Elbing, Todd Elbing, Andrew Kreisberg et Greg Berlanti. Et la société de production bien sûr c'est Berlanti Productions, Disney Entertainment, et bien sûr Warner Bros. Donc du coup dans le rôle titre c'est Grant Gustin qui joue le rôle de Barry Allen, nous avons Candice Patton qui joue le rôle de Iris West, Daniel Panabaker qui joue le rôle mince j'ai oublié, je crois que c'est la femme du beau-père de Iris West, enfin bref, Daniel Panabaker c'est Frost, excusez-moi, et Carlos Valdez qui joue le rôle de Sergio de Ramon en fait, voilà, qui est le meilleur ami de Flash, enfin en gros, enfin bref, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là depuis la première saison. Tom Cavanagh aussi qui jouait le rôle de Zoom pendant un moment et de Nega Flash. Jesse L. Martin, Kenneth Lonsdale et Hartley Sawyer qui sont bien sûr des acteurs qu'ils ont rejoints au fil et à mesure des saisons. La musique c'est Black Lenny, c'est aux États-Unis. Donc la chaîne de production c'est la CW. Il y a 8 saisons, il y en a une 9e qui va être en cours de développement, qui sera la dernière. Il y a le 171 épisodes depuis le 22 juin 2022, donc ça veut dire qu'il y a quelques épisodes d'entre temps. Les épisodes en général durent 40 minutes. La série est diffusée depuis le 4-7 octobre 2014. Alors du coup l'histoire est simple, c'est Flash est une série télévisée américaine créée par Greg Berlanti et Andrew Kreisberg et Jeff Jones, diffusée en simultané depuis le 7 octobre 2014 sur les réseaux CW aux États-Unis, au Canada sur le réseau CTV pour les 4 premières saisons. Puis sur Netflix, dès la 4e saison, elle est basée sur le personnage DC Comics Flash Barry Allen est un super-héros créé par Robert Kareninger et John Broome et Carmine Infortino. C'est une série dérivée de la série télévisée Arrow, comme je l'ai dit. En France, la série est diffusée depuis le 8 octobre 2014 en version originale sous-titrée français sur le service vidéo à la demande MyTF1 VOD et depuis le 1er juillet 2015 en version française sur TF1 au Québec, depuis le 26 juin 2015 au service de vidéo à la demande de Club Illico, puis le 3 mai 2016 sur Addict TV en Belgique et le 22 novembre 2015 sur la 2. Elle est inédite sur la télévision suisse, donc elle n'est pas encore sortie en Suisse. Mais bon, ça on s'en fout un peu, on va pas dire que... on va pas non plus chercher la petite bête. Hein. Du coup, l'histoire est simple, c'est Barry Allen est un jeune scientifique travaillant à la police de Central City. Une nuit, lorsqu'il avait 11 ans, il a été témoin d'un phénomène inexplicable et sa mère est prise au piège dans un tourbillon d'éclairs, a été assassinée par une entité mystérieuse qui s'appelle Nega Flash. Son père a été accusé du meurtre, il purge la peine pour un crime qu'il n'a pas commis. Un jour,
Frappé par un éclair provoqué par l'explosion d'un accélérateur de particules, les laboratoires Starlab de Harrison Wells, Barry va tomber dans un coma pendant 9 mois. À son réveil, il découvra qu'il peut courir à la vitesse surhumaine et guérir de façon accélérée. Pour le monde entier, Barry est un scientifique qui travaille pour la police, mais secrètement avec l'aide de ses nouveaux amis de Starlab, et il utilise sa vitesse pour combattre le crime et trouver d'autres personnes comme lui, des méta-humains. Toutefois, pour son but premier de découvrir qui a tué sa mère et sans faire, bien sûr, réhabiliter son père, tout simplement. Du coup, voilà, tout le monde connaît le personnage Flash, on vous a rien inventé. Hein. C'est une série, tout simplement, qui est une parmi des meilleures du Arrowverse, ça, on va dire, avec Arrow au début. L'avantage de Flash, c'est qu'elle n'a pas changé depuis le début. Ils sont partis dans un délire scientifique et ils n'ont jamais changé. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce qu'ils ont gardé un peu le concept qu'ils avaient au début. Du coup, les saisons se ressemblent, certaines, on va pas se mentir. À chaque fois, il affronte un nouveau bolide. Ce qu'on appelle les bolides, c'est des personnes munies d'une super vitesse. Ils ont essayé de changer d'adversaire, mais finalement, après, sont revenus sur le bon côté des, comment dirais-je, de ce qu'on a connu, hein, les bolides, hein, forcément, c'était plus simple. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais dire, j'aime beaucoup l'acteur qu'ils ont choisi, Grant Gustin, je trouve qu'il est un Flash convaincant. Il y a eu pas mal de références au multivers, ce qu'on appelle le multivers, et on a enfin pu découvrir aussi, grâce à cette panoplie, les films de Zack Snyder avec le Flash d'Ezra Miller, qui était intéressant comme passage. On a eu beaucoup de références aussi à l'ancien Flash de la série des années 90, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très bonne série. Du coup, il n'y a eu qu'une seule saison, malheureusement, il n'y a jamais eu de saison, donc le fait de le revoir dans une série Flash, c'était intéressant, c'était nostalgique, c'était intéressant. Et beaucoup d'acteurs de séries DC qui sont revenus au fur et à mesure des saisons, qui étaient pas mal du tout. Donc c'est une très bonne série, j'ai hâte de découvrir la fin, comment ils vont terminer avec ça. Donc Flash a eu une multitude de costumes, hein, bien sûr. Là, pour la dernière saison, l'ultime saison, il va avoir le costume le plus fidèle de la BD, hein, ça va vraiment se rapprocher. Au départ, on était parti sur un costume rouge sombre, très sombre, et là du coup au fur et à mesure des saisons on est vraiment retourné dans les BD. Je trouve ça vraiment intéressant l'effort qu'ils ont fait. Du coup les acteurs secondaires qui sont les amis de Flash sont plutôt intéressants. D'habitude dans les BD comics Flash ils y sont pas, mais là le fait de les avoir associés, que ça soit Frost, Vibe ou n'importe qui, j'ai trouvé ça une bonne initiative, franchement très bon. Voilà, c'est une bonne série en général. Bon, des fois les épisodes sont un peu longs, un peu répétitifs, mais dans sa globalité, ça reste une très bonne série. Voilà. On passe à l'autre. Donc, la deuxième et dernière série que nous avons regardée, enfin, le dernier épisode est sorti aujourd'hui, donc je n'ai pas vu le final, on verra ça ce soir. Mais bon, vu que la globalité de la série m'a saoulé, donc je vois pas trop l'intérêt de regarder le dernier, je regarderai par curiosité pour savoir si Daredevil est là, mais bon, de base, je l'ai regardé déjà, c'était pour voir si Daredevil, comment il allait introniser. Et j'ai été énormément déçu, hein, comme il fallait s'y attendre, hein, de la part de Disney. Donc je parle bien sûr de She-Hulk Avocat, ou Ali McBeal, version Marvel, hein, si vous préférez. Donc She-Hulk Avocat est une mini-série qui s'appelle She-Hulk Anator Atlaw en titre original. C'est un genre action-comédie super-héros. La création c'est Jessica Gao. Les studios de production sont Marvel Studios. Les acteurs principaux sont bien sûr Tatiana Maslany qui joue Miss Hulk, Mark Ruffalo qui joue le rôle de Bruce Banner, hein, comme dans les films Avengers. Vous avez aussi Tim Rhodes qui joue Abomination, qui était un des rivaux de Hulk. Vous avez Benedict Wong qui joue le rôle dans Doctor Strange de grand sorcier suprême. Ginger Gonzaga qui joue la meilleure amie de l'héroïne, je crois, et Renée Elise Goldsbierre. Donc c'est pays d'origine, c'est États-Unis. Donc vous pouvez la trouver que sur Disney+, à moins que vous trouvez sur Internet. Nombre de saisons, il n'y en a qu'une seule, en espérant qu'il n'y en aura pas une deuxième, hein, on va pas se mentir. Et nombre d'épisodes, il y en a 9. Le dernier est sorti, du coup, aujourd'hui, je rappelle. Du coup, la première diffusion est à partir du 18 août 2022. Les épisodes durent une trentaine de minutes à chaque fois. Donc She-Hulk Avocat ou She-Hulk Attorney au Law est une mini-série américaine créée par Jessica Gao pour le service de streaming Disney+, basée sur le personnage des comics Marvel du même nom. Il se déroule dans l'univers cinématographique du Marvel où le MCU partage la continuité avec des films de la franchise de la série produite par Marvel Studios. Tatiana Maslany joue le rôle de Jennifer Walters, Miss Hulk,
où Mark Ruffalo, Tim Rhodes et Ginger Gonzaga et Renee Hills Goldsby et Jamela Jamil sont également à l'affiche. La série est diffusée à partir de 18 août 2022 et se compose de 9 épisodes, soit la deuxième série compte le plus de 6 épisodes après WandaVision. Elle fait partie de la phase 4 de l'univers cinématographique du Marvel. Synopsis, c'est Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, travaille comme avocat dans un cabinet de Goodman, Lieber, Kussberg et Holloway, spécialistes dans les affaires liées aux super-héros. Après un violent accident de voiture, elle est contaminée par le sang de Bruce et elle hérite des pouvoirs et devient à son tour une super-héroïne, Miss Hulk, ou She-Hulk en version originale. Comme son cousin, elle possède une force colossale, mais à sa différence, elle maîtrise parfaitement le passage de sa forme humaine à sa forme Hulk. Et réciproquement, elle va alors confronter à divers ennemis, dont Mary McParren, alias Tatiana, une influence obsédée par She-Hulk. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Franchement, à part avoir vu Fiona de Shrek en série, je sais pas quoi dire de plus. C'est une série qui a été ciblée pour les filles, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est vraiment... bon, c'est Ali McBeal, hein, comme je l'ai dit au début. C'est du Ali McBeal version Marvel. C'est sans intérêt, franchement, c'est vraiment inintéressant. Les effets spéciaux sont vraiment à la limite du vomi. Franchement, j'ai trouvé ça mais d'une nullité, mais de ouf. Seule chose qui était intéressante, c'était qu'il y avait pas mal de guests, dont les personnages du Marvel, dont Hulk et dont Daredevil, où devait initier son grand retour, version Disney, et j'avoue, j'en étais vraiment écœuré. Le côté sombre et tout de Daredevil est plus ou moins soutenu, et encore, c'est vachement édulcoré. Le costume rouge et jaune, bon, il reste cotable, parce que c'est le même costume que la série Marvel de Netflix, mais bon, c'est juste un côté doré, histoire de dire... voilà, on est chez Marvel, on fait des blagues. Je l'ai trouvé à la limite patoche, hein, on va dire. J'espère vraiment que la série Daredevil, Born Again et Echo sera plus sombre. Parce que là, de ce que j'ai vu dans She-Hulk, ce qu'ils ont à faire avec Charlie Cox, ça va être un massacre, mais sans nom, quoi. Ils auraient dû mieux garder l'esprit qu'il y avait la série, sombre comme elle était géniale. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus. Et là, le fait de voir Hulk avec son univers édulcoré, je suis Hulk et tout va bien, tout est cool, tout est merveilleux, alors que d'un autre côté, Bruce Banner n'a rien à voir avec ça. J'ai trouvé d'une nullité avec les gays, en plus les épisodes cimaires. Ils te font galérer depuis le premier épisode à dire que Daredevil va revenir, au final il revient à l'épisode numéro 8, avant-dernier, en sachant que normalement il doit être dans le 9ème. Voilà quoi, c'est vraiment une foutage de gueule, mais sans, avec les monologues à la Deadpool, j'ai trouvé ça mais d'une nullité. Franchement, si c'est ça l'univers de Marvel, bah, ça fait flipper. Hein. Déjà, Missy Marvel, c'était à chier. Chez Hulk, ça a chié. Franchement, ça donne envie de gerber. Hein. J'espère qu'ils vont se rattraper, parce que là, même Kevin Feige l'a dit, la phase 4 est claquée au sol. C'est la pire phase de toutes les phases qu'on a eues jusqu'à présent. Alors, je sais pas c'est quoi leur projet, au fin de compte, mais j'espère que par la suite, ils vont se rattraper, parce que là, franchement, c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Ça donne envie de vomir, et c'est tout, quoi. Tu regardes la série, t'as envie de gerber, tu te fais chier. Ça dure 30 minutes, de toute façon, ça dure une éternité. Donc moi, j'ai pas du tout aimé. Après, je sais que c'est vraiment ciblé pour les filles, parce que la série, elle est vachement girly. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché. Elle est peut-être un peu trop girly pour moi. Je sais pas, à la base, un truc de super-héros, tu peux faire du girly, mais t'es pas obligé d'être chiant en fait. Et là, c'est chiant et c'est long, c'est inintéressant. Si j'avais une note à lui mettre, je mettrais un 1 ou un 0, quoi, minimum. C'est vite oubliable. Franchement, on va vite passer à autre chose, voilà. Pour cette série, alors à vous de voir si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Maintenant, c'est mon opinion, ça reste le mien, et ça me fait flipper pour la suite, hein. On va dire clairement la chose. On passe au film. Alors, en ce qui concerne le premier film que j'ai regardé, le film live de cette semaine, du coup c'est Hocus Pocus 2, titre québécois c'est Abacadabra 2, réalisation c'est Anne Fletcher, scénario c'est Jean D'Angelo, musique c'est John Debney, la société de production c'est Walt Disney Pictures, David Krishner Productions, États-Unis, donc c'est une comédie fantastique, est sortie récemment sur Disney+, la plateforme. Donc Hocus Pocus 2 ou Abacadabra 2 au Québec est un film américain réalisé par Anne Fletcher et sorti en 2022 sur Disney+. Il s'agit de la suite de Hocus Pocus, les trois sorcières de Kiné Ortega, sorti en 1993. Donc l'histoire elle est simple, c'est 29 ans après le premier opus, les trois sœurs de Sanderson sont ramenées à la vie le soir d'Halloween et ils vont à nouveau semer
la terreur dans la ville de Selem. Donc le premier c'était un peu la même chose, hein, c'était des sorcières qui ont été un peu bannies, un peu maudies, enfin cramées à Selem, donc c'est la ville des sorcières hein, forcément, et qui revenaient se venger tout simplement des misères qu'on leur avait fait. Et le 2 c'est exactement la même chose, sauf plus moderne, hein, on va pas se mentir, c'est juste ça la différence, c'est que c'est plus moderne avec des effets spéciaux de maintenant. Donc Disney a voulu relancer cette licence. Je sais pas vraiment pourquoi, je pense que c'est plus pour promouvoir Disney plus qu'autre chose, en sachant qu'en ce moment moi je suis en guerre contre eux à cause de Bleach, hein, on va pas se mentir. Voilà, on n'a toujours pas de news par rapport à Bleach au Free Simulcase. Du coup moi je maintiens à fond, j'ai arrêté mon abonnement Disney+, et du coup après avoir vu Hocus Pocus 2, j'ai rien trouvé de extraordinaire. Bon, c'est vrai que pour les enfants ça reste intéressant, c'est un film d'Halloween gentil, mignon, et tout ce qui va avec des chansons, de l'humour, comme le premier quoi, il n'y a rien qu'à changer. Mais le film en lui-même est mauvais, je trouve. Les effets spéciaux ils servent à rien. Les actrices, tu vois qu'elles ont vieilli, on dirait qu'elles ont 50 piges. Non, je suis gentil encore. 50 piges c'était dans le premier. Dans le 2, elles ont moins 80 piges. Ou 70 piges, hein, ça se voit sur leur tronche. Même s'ils sont masqués avec du maquillage, ça se voit. Je l'ai trouvé chiant, je l'ai trouvé long. Une vraie bouse, hein, je vais pas te mentir. Après voilà, ça reste pour un public ciblé. Hein. C'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Voilà, c'est pas mal, mais bon, j'ai rien trouvé de ouf. Hein. Dans ces cas-là, regardez vraiment le premier, c'est exactement la même chose. Tu prends le premier et le deuxième, c'est la même chose. C'est juste plus moderne, c'est tout. Il y a juste 2-3 trucs histoire de dire. Le seul truc que j'ai bien aimé dans le film que j'ai apprécié, c'est le retour du zombie dans le premier qui était pas mal. C'est la seule chose que j'ai apprécié et qu'on nous retrouve un peu le passé de la sorcière principale, enfin la chef là. Donc voilà, sinon à part ça, bon, c'est vite oubliable, hein. Clairement. On va passer au deuxième film. Donc le dernier film, et pas des moindres, c'est bien sûr Full Metal Alchemist. Donc il y a eu une trilogie qui est sortie sur Netflix. Donc le titre original c'est Agane no Renji Jutsuchi. Réalisation c'est Fumihiko Sori. Le scénario c'est Takashi Miyamoto et Fumihiko Sori. Les acteurs principaux sont Ryosuke Yamada qui joue le rôle de Ed, hein, et Tsuba Honda qui joue le frère, je ne sais plus comment il s'appelle, Tsuba Honda, et Jin Fujikawa et Misako Renbutsu. La société de production c'est Oxybot.ik et Square Enix. Donc Japon, le genre c'est fantasy. Du coup, Full Metal Alchemist Agane no Renji Jutsuchi, l'alchimie d'acier, est un film fantasy japonais coécrit et réalisé par Fumiko Sori, sorti le premier en 2017, et il s'agit de l'adaptation du manga homonyme de Hiromu Arakawa. Au début du XXe siècle, dans un monde où l'alchimie est une activité extrêmement développée et respectée, deux frères Edward Ryosuke Hamada et Alfonso Elric tente une technique secrète de transmutation humaine. L'expérience tourne cependant mal. Alphonse perd son corps et tout entier, tandis que Edward perd sa jambe gauche. Ce dernier sacrifie alors son bras droit pour sauver l'âme de son frère. En l'attachant à une armure de métal, il reçoit ensuite des prothèses mécaniques appelées Automail en remplacement de ses membres manquants. Une fois accepté parmi les alchimistes, il reçoit le surnom de Full Metal Alchemist, l'alchimiste d'acier, et part en quête du légendaire pierre philosophale avec son frère afin de réparer leur corps. Donc il est premier au box-office japonais lors de son premier week-end. Il s'agit de la première adaptation du manga homonyme de Hiromu Arakawa avec des acteurs réels. Et après du coup il y en a deux autres qui sont sortis. Le premier, le numéro 2 est sorti en août je crois, et le troisième qui clôture un peu le fait l'histoire, hein, tout simplement, des deux frères, est sorti au mois de septembre, récemment, fin septembre. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi j'étais pas déjà, je connais pas du tout Full Metal Alchemist. Je suis tombé dessus sur quelques épisodes, mais j'ai jamais regardé l'intégralité de la série en animé, donc je pourrais pas trop vous en dire, à part que les films en lui-même, bon bah malheureusement comme on a l'habitude, les films tirés d'un univers manga, c'est très compliqué à faire. On a eu plusieurs fois les tentatives, Bleach, Dragon Ball Evolution, Gantz, Death Note qui a été fait une version américaine dégueulasse. On va pas parler des versions japonaises parce qu'elle était pas mal, mais bon, il y a une grosse partie des films inspirés de manga se trouve être un ratage total. Il y a eu Kenshi le Vagabond qui s'en est bien sorti, il y a eu plusieurs films. Il y a eu Attack of Titan qui était nul à chier. Enfin, il y a eu tellement, et la liste elle est indéfinissable. D'ailleurs on en avait déjà parlé dans plusieurs volets entre films et manga. Donc du coup ce n'est pas à chaque fois une grande histoire d'amour.
mais pour le coup Full Metal Alchemist je l'ai trouvé plutôt bien fait niveau effets spéciaux. Niveau histoire, moi c'était vraiment très fidèle et proche de l'animé, ça on pouvait pas lui reprocher. Après ce qui est vraiment dommage avec les japonais, c'est que ils ont tendance à faire trop cartoon, les acteurs, ils ont tendance à avoir des expressions un peu exagérées, parce qu'ils veulent faire comme le manga en esprit de fidélité, mais des fois ça fait un peu kitsch, et ça fait un peu, ça craint un peu quoi. Ça fait limite au gag que normalement ça va être une scène sérieuse quoi. Donc du coup, ce qui est dommage avec les japonais, c'est qu'ils sont fidèles à l'œuvre, ça on peut pas leur reprocher. Les effets spéciaux, les costumes, bon des fois t'as l'impression que c'est des cosplayers qui font les costumes, des cosplayers, mais bon, c'est vrai qu'ils essayent de faire les efforts, ça c'est clair, les efforts sont faits, mais en général, malheureusement, les mangas qui sont adaptés au cinéma, ça marche ou ça marche pas. Et malheureusement, bah moi j'ai trouvé plutôt réussi, on va pas se mentir, mais je l'ai pas trouvé extraordinaire clairement. Après je suis pas un fan de Full Metal Alchemist, les fans pourront me le dire si oui ou non c'est fidèle à l'œuvre qu'ils ont aimé en manga ou en animé. Bon après moi j'ai trouvé ça, les acteurs qui étaient dans les rôles principaux, je les ai trouvés très justes, on peut pas dire le contraire, ils ont fait le boulot. On voit qu'ils aiment ce qu'ils font, ils s'impliquent énormément, ça se voit, ça se ressent, mais malheureusement, des fois, comme je vous l'ai dit, ils ont tendance à trop en faire, trop exagérer, et ça fait beaucoup kitsch, quoi. Donc le premier, j'ai trouvé plutôt bon, ça va, ça passait, mais c'était, voilà, c'était pas ouf. Après, le 2 et 3, trop long pour ce que c'est, parce que le film, en général, il dure 2h30, ce qui est énorme, hein, 2h30, faut pas se mentir, mais bon, après, c'est pour, bien sûr, toute une arche, ils ont essayé de mettre en, comment dirais-je, en film, c'est pas évident, il y a beaucoup d'épisodes, il y a beaucoup de séries, donc c'est vachement compliqué de mettre à condenser de tout un manga dans un seul film, donc ils l'ont coupé en 3 parties, forcément, mais bon, forcément c'était un peu trop condensé, ils auraient peut-être dû faire une histoire à part, ou inspirée, mais pas vraiment trop proche, parce que là, des fois, ça dure 2h30, et on perd le fil rapidement quoi. Donc c'était intéressant, les personnages sont très ressemblants, les costumes sont ressemblants au dessin animé. Maintenant le film en lui-même, si on prend juste le côté film, malheureusement je l'ai trouvé moins bon que certains films comme Kenshi le Vagabond ou comme d'autres, hein, mais bon c'est pas d'aujourd'hui que les mangas en film, c'est très compliqué, donc on va pas non plus lui mettre une mauvaise note. Si j'avais une note à lui mettre, je mettrais un 7 ou un 8, parce que je sais que malheureusement ils ont été très fidèles et que bah, ça marche pas, la mayonnaise elle prend pas en fait, tout simplement, voilà, c'est tout. On passe à une... bah non, on passe pas, ça sera la fin de cette émission. Prochaine vidéo très bientôt, alors n'oubliez pas de garder le fan spirit en vous et à très bientôt, ciao.